Eh bien, écoutez, il est 9h33. Je vous propose qu'on se lance dans le vif du sujet. Ça fera venir les autres personnes. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous d'être présents avec nous. On est ensemble pour 1 heure jusqu'à 10h30 pour parler de l'appel à projet Emploi Santé Handicap que l'on porte avec l'association OETH. On va être 3 personnes à prendre la parole ce matin. Je vais inviter du coup Julie et Geneviève à se présenter et je ferai de même juste après. Geneviève, je te passe la main. Bonjour à tous. Alors moi je suis Geneviève, je suis cofondatrice d'une société qui s'appelle Étayage et nous avons été lauréats de l'appel à projet Emploi Santé Handicap de cette année et donc accompagnés pour 9 mois. Merci Geneviève d'être là. Et Julie, qui es-tu? Alors bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Julie, je suis chargée de mission développement innovation au sein de l'association EOTH et dans le cadre de mes missions, je suis notamment en charge du suivi de ce programme avec Emma. Merci beaucoup Julie, ça te fait la transition du coup avec moi. Je m'appelle Emma Lopez et je suis responsable du programme Emploi Santé Handicap à 21, qui est l'accélérateur d'innovation sociale de la Croix-Rouge française je vais avoir l'occasion de vous présenter avec joie. Je regarde mes petites notes pour vérifier qu'on vous a bien fait le petit topo initial. Pour information, ce webinaire est enregistré pour être diffusé après, bien sûr, après le webinaire ce matin. Euh, et donc, pour toutes les questions, n'hésitez pas à les déposer ou à les poser dans le chat et on y répondra au fil de l'eau. Et il y a un temps à la fin de notre webinaire qui sera vraiment dédié aussi aux questions-réponses. Il n'y a pas de questions bêtes. Nous, on est là pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent. Et on sera ravis d'y répondre. Voilà un petit peu pour ce qui nous attend ce matin, le programme du jour. Donc l'accueil, voilà, c'est en ce moment. On va vous présenter 21 ainsi que l'association OETH, qui sont donc les partenaires qui pilotent ce programme et l'association OETH finance ce programme Emploi Santé Handicap. Après, bien sûr, on va vous présenter le programme à proprement parler, de quoi il s'agit. Et après, bah, si ça vous intéresse, bien sûr, et que vous estimez être éligible, comment finalement vous pouvez postuler au programme. On a une plateforme dédiée qu'on pourra vous montrer. Et comme promis, il y aura bien un temps de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à poser toutes vos questions dans le chat, soit au fil de l'eau, soit à la fin, et on fera notre mieux pour y répondre. Est-ce que c'est bon pour vous? On peut y aller. Et j'ai vu du coup une question. Effectivement, le chat se situe en bas à l'onglet discuter. Voilà, vous pouvez écrire. Je vois Mickaël, voilà, qui disait qu'il avait trouvé le chat. Alors c'est parti. Si c'est bon pour vous, c'est parti. Je vais vous présenter 21 et après je passerai la main à Julie pour vous présenter l'association OETH. En ce qui concerne 21, c'est une filiale de la Croix-Rouge française qui a été créée il y a 6 ans maintenant et qui a toujours pour but de répondre aux besoins de toutes les personnes vulnérables, quelles qu'elles soient, via l'innovation et l'énergie entrepreneuriale. Donc finalement, comment est-ce que dans notre secteur sanitaire, social et médico-social, on peut innover, on peut apporter des solutions nouvelles, tant aux personnes accompagnées dans nos établissements que auprès de nos professionnels de santé. Et en ce qui concerne le programme Emploi Santé Handicap, on va bien sûr être plutôt sur le volet des salariés. On a différentes actions, enfin modalités d'action à 21. Le premier volet que vous voyez ici, c'est qu'on pilote différents programmes d'accompagnement. Donc Emploi Santé Handicap, on en a un autre qui s'appelle Impact Data. On a un programme à destination des salariés et des bénévoles de la Croix-Rouge française qui s'appelle Intrapreneuriat. On a un incubateur inclusif qui est composé de plusieurs programmes d'accompagnement à destination notamment de personnes sous main de justice et de jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Donc voilà, donc on pilote des programmes d'accompagnement à destination d'entrepreneurs aguerris, mais pas que. On anime également, en volet numéro 2 que vous voyez ici, tout un écosystème d'acteurs dans le secteur de l'innovation, dans le monde de l'économie sociale et solidaire. On a un espace de coworking qui se situe au siège de la Croix-Rouge française. Et d'ailleurs, si vous êtes lauréat du programme Emploi Santé Handicap, vous aurez une place
attribués dans ce coworking. On organise tout un tas d'événements avec la Croix-Rouge française, mais pas que, avec des acteurs de l'extérieur. Et voilà, et l'objectif, c'est de créer des synergies, des coopérations, collaborations avec tout un tas de parties prenantes, notamment du secteur sanitaire, social et médico-social. Et enfin, on partage notre expertise dans tous les secteurs, privés, lucratifs, publics et autres, notamment avec une fresque de l'impact social que nous avons créée. Voilà un petit peu pour ce qu'on fait à 21 pour vous présenter la structure si vous ne la connaissiez pas. Bon, nos chiffres clés dans les grandes lignes, on a accompagné plus d'une centaine de solutions du coup en 6 ans, tout programme confondu. On a une vingtaine de solutions qui sont déployées à la Croix-Rouge française aujourd'hui et on a investi une bonne centaine de ce qu'on appelle des terrains d'expérimentation, c'est-à-dire des établissements auprès desquels nous sommes allés expérimenter finalement les solutions des entrepreneurs qu'on accompagne. Et on a du coup fait appel à 175 environ mentors et experts en complémentarité des accompagnements que nous, les coachs, on fait. J'y reviendrai tout à l'heure. Et en ce qui concerne notre coworking, on a une centaine de coworkers avec, je crois, 10 ou 11 structures hébergées aujourd'hui. Ah bah voilà, 11. C'est un chiffre qui bouge, bien sûr, au gré des venues des personnes. Et notre mesure d'impact social qu'on a réalisée l'année dernière a montré que toutes les structures que nous avons accompagnées ont touché au total 830 000 personnes en France. Et voilà pour ce qui concerne l'équipe. Je trouve que c'est toujours chouette de voir un petit peu des visages. Donc moi, je suis en bas à gauche ici avec les collègues de l'accompagnement. Voilà, on est une dizaine. 11 aujourd'hui, on a un nouveau collègue qui nous a rejoint. Et voilà, et vraiment le cœur de notre métier, c'est de développer l'entrepreneuriat, c'est de favoriser l'innovation et c'est de développer voilà, des collaborations pérennes entre l'extérieur, entre guillemets, donc entre des entrepreneurs qui construisent des solutions et l'intérieur, entre guillemets, à savoir la Croix-Rouge française et ses partenaires comme l'OETH. Et ça fait une transition toute trouvée pour la suite de la présentation. Super. Je te passe la main, Julie. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser au fil de l'eau dans le chat. Voilà, je te passe la main, Julie. Super, merci Emma. Je vais essayer d'être claire, nette et précise et surtout concise. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous présenter l'association OETH. Euh, Emma, tu peux passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Donc, l'association OETH, donc pour Objectif Emploi des Travailleurs Handicapés, c'est une organisation qui agit depuis plus de 35 ans maintenant en faveur des personnes en situation de handicap dans le secteur social, médico-social et sanitaire associatif. Donc, elle soutient les établissements dans leur démarche pour favoriser l'emploi et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Notre association, elle s'appuie sur son expertise sectorielle et un ancrage auprès des acteurs de terrain pour développer des services adaptés aux besoins de nos établissements et pour promouvoir des solutions innovantes, favorisant l'inclusion professionnelle de notre secteur. Et donc, pour vous donner un peu plus de contexte, donc cette slide, elle illustre la transition importante que nous venons de franchir, vu que depuis 1991, notre branche s'était engagée de manière très précoce avec un accord handicap de branche qui était agréé par l'État. Donc, c'est un accord qui a été négocié et signé de manière paritaire avec Access, qui regroupe la FEAP et Nexem côté employeur, et par les principales organisations syndicales comme la CFDT, la CGT et FO Santé Privée côté salarié. Donc, il a été agréé par l'État dès 1991, qui fait de notre accord l'un des premiers accords de branche sur le handicap en France. Et donc, avec l'application de la loi de 2018, le dernier accord handicap de notre branche a pris fin le 31 décembre 2025. Mais il s'agit d'une transition et non pas de rupture, parce que depuis janvier 2026, on a signé une convention conclue avec l'AGFIP pour la période 2026-2028 qui prend le relais. Donc, elle inscrit désormais notre action dans le droit commun
tout en continuant à s'appuyer sur notre expertise développée par la branche depuis plus de 35 ans maintenant. Donc, c'est un nouveau cadre qui permet d'assurer la continuité de nos actions avec des objectifs qui restent inchangés, à savoir accompagner les établissements, soutenir les salariés et renforcer l'inclusion et le maintien en emploi. Et je vois plus la présentation. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Nous Ah, non plus, hein, Julie, d'accord. malheureusement. Petit problème technique, il n'y a aucun souci, elle va revenir. Euh, Eh bien, vous n'avez plus qu'à apprécier le son de ma voix en attendant que la présentation revienne. Donc, pour vous donner une idée un peu plus concrète sur l'ampleur de notre secteur, quelques chiffres clés. Donc, l'association OTH couvre à peu près 25 000 établissements avec... Merci Emma. Je Alors, suis je suis vraiment désolée, mon Wi-Fi a coupé. C'est pas du tout t'inquiète, quelque chose qui arrive d'habitude. Je suis vraiment désolée. Je suis sur la bonne slide, Julie? euh, parfait. Ok, ouf. On Toutes mes est excuses. pile dans le timing. T'inquiète pas. Donc, comme je le disais, l'association OTH aujourd'hui, ça couvre à peu près 21 000, 21 500 établissements pour à peu près 3 600 associations et plus de 750 000 salariés. Donc, c'est un gros secteur. Et donc, pour accompagner justement l'ensemble de nos établissements, nos deux missions principales au sein de l'association OTH, c'est proposer des solutions pour chaque situation individuelle et également accompagner les organisations dans le déploiement d'une démarche globale et structurée. Et comme je l'ai dit plus tôt dans la présentation, notre atout, c'est des services sectoriels qui ont été développés grâce à plus de 30 ans d'ancrage sectoriel. Et pour aller un peu plus loin dans le détail de notre offre de services que je vais essayer de faire très concise, je vais vous présenter très sommairement notre offre de services en 5 parties. Donc, tout d'abord, on a notre centre de ressources. Donc, on met à disposition de nos employeurs des outils ciblés et pratiques pour faciliter les démarches et les guider au quotidien, donc à savoir des fiches et des guides pratiques, des webinaires en libre accès qui couvrent l'ensemble des thématiques et besoins liés au handicap au travail, comme le recrutement, la sensibilisation ou encore le maintien en emploi. On propose également des conseils et des accompagnements dédiés, donc on propose un appui personnalisé pour identifier toutes les solutions adaptées à chaque situation individuelle et également un accompagnement spécifique pour développer ce qu'on appelle une démarche santé et handicap durable qui est ajustée, personnalisée, sur mesure pour chacune de nos organisations. Notre association OTH a également un organisme de formation qui propose une formation professionnalisante pour les référents handicap, qui leur permet d'acquérir les notions fondamentales pour orienter, informer et accompagner les différentes situations auxquelles sont confrontés les salariés face à un défi de santé. Et on a également des formations thématiques complémentaires qui sont en lien avec les DSH, donc les démarches santé et handicap que je vous évoquais un peu précédemment. Nos établissements ont également accès à des dispositifs spécifiques aux besoins du secteur. Donc, tout d'abord, on a notre dispositif Oasis 2S Handicap, qui est un dispositif qui prépare les personnes en situation de handicap vers les métiers de l'intervention sociale et du soin. Donc, c'est un dispositif qui combine à la fois un parcours personnalisé et des périodes d'immersion en milieu professionnel pour explorer les métiers, confirmer son projet professionnel et se préparer à intégrer une formation qualifiante, qu'elle soit initiale ou en alternance. On a également Objectif Parcours Pro, qui est un dispositif qui propose un accompagnement sur mesure et modulaire pour soutenir les salariés confrontés à une problématique de maintien en emploi et qui sont donc des salariés du secteur en poste ou en arrêt de travail qui sont en risque d'inaptitude. Et enfin, on a EO Santé, qui est un espace d'échange et de ressources pour concilier vie perso et vie professionnelle. Concrètement, c'est une plateforme qui met en lien les salariés de nos employeurs avec des patients partenaires qui sont
eux-mêmes confrontés à des défis de santé, qui ont été formés pour écouter, conseiller et orienter les personnes qui font appel à eux. Et c'est un dispositif qu'on a développé avec Colin Kerr, qui est un ancien qui a été lauréat du programme 21 et dont on est très fiers. Et enfin, dans notre offre de service, est proposé deux services pour favoriser l'innovation sectorielle. Donc, tout d'abord, on a un appel à projet annuel EOTH comme appui opérationnel et financier pour les projets novateurs développés dans les structures relevant de notre secteur. Et enfin, mais pas des moindres, le programme Emploi, Santé et Handicap qu'on mène en partenariat avec 21 qui vous sera présenté dans quelques instants. Donc, c'est une offre de service très riche et qui a été, c'est important de le souligner, construite en tenant compte des spécificités sectorielles de notre secteur, qui en comprend pas mal. Je vous en fais un petit résumé et je ne vais pas les développer plus que ça. Donc, très sommairement, les particularités fortes de notre secteur, c'est un secteur à majorité féminine et à la moyenne d'âge plutôt élevée. Des métiers très qualifiés qui sont fortement adossés à des certifications et diplômes d'État. On a un fort taux de licenciement pour inaptitude. On a malheureusement une attractivité qui est en baisse. On a également une grande diversité des organisations, c'est-à-dire que on a comme des très grosses structures, comme par exemple la Croix-Rouge française, qui compte beaucoup d'établissements, comme on peut avoir un petit EHPAD de campagne. Et on fonctionne sur un fonctionnement ininterrompu jour-nuit, donc on a des équipes de jour et également des équipes de nuit. Et je pense que c'est tout. En tout cas, pour quelques spécificités, ce sera tout. Et donc, ces éléments créent des défis très importants en matière d'emploi et de maintien en emploi. Et justement, ces spécificités sectorielles nous ont poussé à nourrir notre réflexion sur l'avenir et à développer notre activité vers un autre champ d'activité. Parce qu'aujourd'hui, EOTH ne se limite plus à son rôle historique. On se positionne comme le futur organisme préfigurateur d'un futur OPP, donc c'est-à-dire un acteur qui anticipe les évolutions des politiques d'emploi et de santé au travail. Donc concrètement, ça se traduit par un changement de logique important, vu qu'on va passer progressivement d'une logique de réparation à une logique d'anticipation et surtout de prévention. Parce que l'enjeu, ce n'est plus seulement d'intervenir quand les difficultés apparaissent, mais d'agir en amont pour éviter les ruptures de parcours professionnel. Donc, ça va passer notamment par une meilleure prise en compte des situations de travail, par l'identification précoce des risques d'inaptitude et le développement de solutions adaptées avant que les situations se dégradent. Et donc, être préfigurateur, c'est, c'est aussi préparer un modèle plus durable où le maintien en emploi repose d'abord sur la capacité à prévenir. Et c'est précisément cette logique de prévention, d'innovation et d'anticipation qu'on va retrouver dans le programme que nous allons tout de suite vous présenter. Oui, alors j'ai laissé cette slide avec la magnifique photo de mon directeur qui, qui est très attaché à ce programme. Donc je vais pas plus m'étendre sur le sujet et Emma, je te laisse la main pour présenter le programme. Merci beaucoup, Julie. C'était super. J'ai trouvé que c'était très clair. N'hésitez pas à poser vos questions, encore une fois, si vous en avez que ce soit sur 21, sur l'association OETH ou autre. Et ben du coup, merci beaucoup, Julie, pour le passage de flambeau. On va vous présenter le programme du coup Emploi Santé Handicap. Et cette partie-là se terminera avec Geneviève, du coup, qui témoignera de son expérience dans ce programme cette année. Alors, le programme Emploi Santé Handicap, c'est un programme qui a débuté en s'appelant le programme Emploi et Handicap, en fait, même Employabilité et Handicap, en 2020. Donc, c'est un programme qui va souffler sa 6e bougie en septembre. Il y a 6 saisons, on parle de saisons, c'est-à-dire 6 promotions qui ont eu lieu c'est donc ces 6 dernières années. Et il y a 23 projets qui ont été accompagnés, du coup, sur la thématique, ou les thématiques, parce que c'est quand même assez large, de l'emploi des professionnels
en situation de handicap dans notre secteur. Et quand je dis dans notre secteur, c'est vraiment le secteur sanitaire, social et médico-social. Il y a eu plusieurs nouveautés au fil des années. En 2024, on a créé 2 parcours différents d'accompagnement. Ça, vous le verrez dans le dossier de candidature actuel. Il y a le parcours incubation et il y a le parcours expérimentation. Je vais y revenir juste après, mais en tout cas, c'est juste pour vous dire que le programme a évolué. Et l'année dernière, la nouveauté, c'était que le programme est passé de emploi handicap à emploi santé handicap, justement en lien avec ce que Julie disait à l'instant, de la nouvelle mission de l'OETH avec la préfiguration de l'OPP, de l'organisme paritaire de prévention. Il y a la notion de santé qu'on a souhaité valoriser. Et du coup, voilà, aujourd'hui, le programme tel qu'on va vous le présenter, c'est un programme où il y a 2 parcours d'accompagnement à choisir au choix. Et je me permets de répondre peut-être à une interrogation. Si vous hésitez entre le parcours incubation ou le parcours expérimentation, tentez de mettre celui qui vous paraît le mieux pour vous, mais on ne choisit pas, on ne sélectionne pas les projets en fonction du parcours que vous avez sélectionné. C'est-à-dire que d'une part, on ne s'engage pas forcément à faire, je sais pas, accompagner 2 programmes deux projets incubation et 2 projets expérimentation. En fait, on choisit les projets en fonction de leur qualité. Voilà, ça c'est important de le dire. Et si jamais vous vous trompez, c'est-à-dire que les membres du jury finalement décident que votre projet est plutôt incubation ou plutôt expérimentation, on vous en parle, on vous soumet la proposition, et si vous en êtes d'accord, et ben voilà, on vous bascule dans l'autre parcours. Donc n'ayez crainte. Si vous vous trompez de parcours ou si vous avez un doute, faites de votre mieux et après on pourra en parler bien sûr. L'objectif c'est vraiment pour nous de sélectionner les candidatures voilà, les plus qualitatives et les plus pertinentes. Et donc, comme l'a déjà dit Julie, finalement les plus sectorielles. Les objectifs du programme, c'est d'améliorer la santé et ou les conditions de travail des soignants et des travailleurs sociaux, donc dans notre secteur SSMS. Et bien sûr de favoriser aussi l'emploi des professionnels qui sont en situation de handicap ou qui sont à risque de le devenir. Julie, n'hésite pas à me couper à tout moment. Alors, justement, les thématiques, je peux les présenter et surtout n'hésite pas à rebondir, Julie. Elles sont assez multiples et vous le verrez d'ailleurs dans le dossier de candidature, vous pouvez en choisir. Donc, bien sûr, c'est une des thématiques phares et du coup nouvelle, vous l'aurez compris depuis l'année dernière, c'est la prévention de la santé des salariés de notre secteur. C'est la réduction de la pénibilité du travail dans un secteur qui est le secteur le plus sinistré en France, plus que le BTP. Donc, il y a des gros enjeux. L'amélioration de manière plus générale des conditions de travail pour les salariés. Le recrutement de personnes en situation de... le recrutement de personnes en situation de handicap et le maintien dans l'emploi de tous les salariés. Et comme l'a dit Julie, de manière un petit peu plus macro, la professionnalisation des pratiques handicap auprès des employeurs du secteur et de manière plus large encore, voilà, de favoriser des actions préventives du handicap toujours dans notre secteur. Je l'ai beaucoup dit dans notre secteur, mais c'est vraiment ça qui prime. Et si vous devez retenir vraiment une chose de notre webinaire, c'est qu'on cherche vraiment des solutions thématiques, des solutions ancrées dans notre secteur, vraiment des solutions sectorielles. C'est pas grave si vous venez pas du secteur. On a déjà accompagné des projets qui étaient efficaces, qui existaient déjà dans d'autres secteurs, comme le BTP, l'industrie, autres. Ça, c'est tout à fait OK. Par contre, il faut vraiment nous proposer une adaptation ou une spécificité finalement pour notre secteur à nous. En quoi votre solution, elle va servir au secteur, en quoi éventuellement elle va être adaptée à notre secteur. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Julie. Non, c'est tout bon. Ok, super. Les fameux 2 parcours d'accompagnement. Donc, le parcours d'incubation, il est vraiment pour passer de l'idée au projet. Donc, dans le jargon de l'accompagnement, on parle d'incubation. C'est vraiment, vous n'avez pas forcément de structure juridique, de chiffre d'affaires, de modèle éco, etc. C'est vraiment, vous avez une idée et vous souhaitez la développer en projet plus concret. Ce parcours-là dure 10 mois, comme l'autre, et il permet voilà, vraiment de transformer une idée en solution, en projet concret. Et le parcours expérimentation, c'est le parcours vraiment historique, entre guillemets, de ce programme, qui permet de tester son projet qui est sur le terrain. Donc là, il faut que ce soit un projet qui existe déjà. Et il permet, du coup, finalement, ce parcours pour vous
de tester une idée, de tester un projet, de le tester dans différents types d'établissements aussi, parce que finalement, entre les terrains d'expérimentation de la Croix-Rouge française, de Nexem, de l'association OETH, on a un grand terrain de jeu, entre guillemets, enfin, jeu, c'est-à-dire on a beaucoup de terrains d'application dans différents secteurs, la petite enfance, le grand âge, le handicap, l'inclusion, l'insertion, le recrutement, tous les sujets RH. Voilà. Donc, il y a différentes phases d'accompagnement pour chaque parcours, bien sûr. Et il y a, je crois que c'est la slide d'après, magnifique, euh, tout un package, entre guillemets, d'accompagnement qui est le suivant. Donc, nous, on s'engage à vous accompagner sur 10 mois. C'est une année scolaire, finalement, de septembre 2026 à juin 2027. Et l'accompagnement, il est composé d'un suivi, d'un coaching, entre guillemets, bimensuel. Alors, ça va dépendre des périodes, mais parfois, c'est toutes les semaines au début, notamment quand on débute, il y a beaucoup de choses à voir, à faire, il faut faire connaissance, il faut vous faire rencontrer pas mal de gens. Mais en tout cas, en moyenne, c'est une semaine sur deux avec moi. On vous transmet une bourse d'un montant de 15 000 euros en 3 fois, qui est conditionnelle à la participation à l'accompagnement, bien sûr. Et bien sûr, nous, on s'engage à vous donner un accès privilégié à des terrains d'expérimentation pour prototyper votre projet ou pour tester votre projet en fonction du parcours que vous avez sélectionné. On a précisé en France parce que c'est vraiment en France métropolitaine que on peut mettre en place ce programme. On vous met en lien aussi avec un expert métier qu'on appelle un mentor de la Croix-Rouge française et qui est une personne qui a une expertise spécifique en lien avec votre projet. On organise aussi des séminaires collectifs d'accompagnement qui sont obligatoires et qui ont lieu à 21, c'est-à-dire à Montrouge en région parisienne, au siège de la Croix-Rouge française. En général, il y a un séminaire au lancement, au séminaire en cours de mi-parcours et un séminaire de clôture. Et on aborde tout un tas de thématiques importantes et c'est des moments aussi de dynamique collective où vous pouvez rencontrer les autres porteurs et porteuses de projets. Vous avez accès quelques jours par semaine à un poste de travail aussi qui est situé à l'accélérateur et bien sûr l'accompagnement et le fait d'être lauréat de ce programme vous permet une mise en réseau avec la Croix-Rouge et avec l'OETH et une membership, excusez-nous pour l'anglicisme, dans la communauté de 21, c'est-à-dire que c'est une boucle de mail, en l'occurrence pour l'instant, et on partage pas mal d'informations sur des financements, des appels à projets, des opportunités diverses et variées dont on nous fait part. Voilà pour en ce qui concerne l'accompagnement. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions à les poser dans le chat. Et les critères d'éligibilité, les voici. Excusez-moi, je tousse. C'est bon, pardon. C'est toute personne morale ayant une idée ou un projet à impact social en matière, donc là, on répète, mais de prévention de la santé au travail et d'emploi des personnes en situation de handicap dans notre secteur, qui a, donc cette personne morale a identifié un besoin social qui est important ou urgent, toujours dans ce secteur, auquel finalement il n'y a pas vraiment de solution actuelle qui répondent, ou que partiellement. C'est une solution qui a un impact social positif et relativement significatif. C'est un projet qui a un potentiel de développement. Bon, je l'ai déjà dit, donc excusez-moi, je le répète, mais un intérêt aussi de développer le projet, donc bien sûr dans notre secteur, c'est tout le sens de ce programme. Et c'est quand même important que vous ayez une connaissance, une expérience ou une expertise sur la problématique donnée ou sur le projet en question. Et voilà, et après, bien sûr, l'équipe projet, c'est important, donc avoir des qualités entrepreneuriales et être en capacité voilà, de suivre un accompagnement de 10 mois. Voilà en ce qui concerne tout ça. Et donc ça, c'était assez théorique. Donc maintenant, je vais vous passer je vais passer la parole, je te passe la main, Geneviève, pour que tu puisses témoigner sur bah, toi, finalement, ton expérience en tant qu'incubée et accompagnée à 21. Ben, merci beaucoup, Emma. Alors moi, juste pour mettre dans le contexte, donc je m'appelle Geneviève, je suis ergothérapeute à l'origine depuis quasiment 20 ans. Et avec mon associé qui est également ergo, nous avons cofondé Étayage en 2023, donc qui propose des solutions pédagogiques immersives en réalité virtuelle, axées sur la prévention et l'autonomie.
Et c'est dans ce contexte, alors on a déjà développé un premier outil pédagogique immersif qui portait sur la prévention des chutes. Et on avait vraiment dans l'idée de continuer à développer sur ces thématiques de prévention. Et on a candidaté à l'appel à projet Emploi Santé Handicap avec le projet de co-construire un outil pédagogique de sensibilisation à la prévention des risques professionnels et notamment des risques de TMS, donc troubles musculo-squelettiques, qui peuvent apparaître chez les soignants et dans le secteur du grand âge. Et donc on a candidaté avec cet appel à projet et on est suivi depuis septembre avec grande joie alors déjà par Emma, par Julie, par nos mentors. Et c'est vrai que c'est déjà une des premières raisons, c'est cet accompagnement proximal, bienveillant, sympathique, qui scande tout l'accompagnement. Donc c'est vraiment très chouette d'avoir ces rendez-vous réguliers et puis ça drive aussi hein, le projet. Après, l'accompagnement au 21, c'est aussi l'accès, on disait, à des mentors qui voilà, apportent vraiment aussi une grande plus-value pour puis un regard différent sur le projet. Et je dirais aussi, on peut accéder à des experts métiers auxquels on aurait vraiment eu du mal à accéder si on avait été tout seul dans notre coin. Donc c'est vraiment un des points clés, cet accès à des experts et qui pour nous, voilà, nous ont vraiment aidés à aller plus loin dans le projet, à l'affiner, à aiguiser le regard sur la thématique. Donc vraiment très, très, très chouette. Euh, L'accompagnement 21, c'est aussi une méthode qui est vraiment éprouvée, qui est très structurée, rigoureuse et parfois déroutante. On se disait à Emma, alors au début, on est un peu. Enfin, il faut pas en avoir peur parce que vous allez être amené à re-questionner votre projet, à vraiment un peu l'analyser, le décortiquer sous toutes les coutures pour en sortir le meilleur. Et ce qui peut être un peu déroutant au début parce qu'on se dit, bah, moi, mon projet, je l'ai pensé comme ça, je vois pas pourquoi j'irai encore. Et non, en fait, faut vraiment se laisser porter et puis y aller et vous allez avoir de bonnes surprises en fait. Et des fois vous allez être un peu étonné par l'orientation que ça va prendre. C'était pas forcément ce à quoi vous aurez pensé au début, mais c'est tout l'intérêt de cet accompagnement. Et je dirais aussi pour finir que bah, c'est une ambiance de promo, hein. Donc il y a les participants à l'appel à projet Emploi Santé Handicap, mais on était aussi avec les intrapreneurs de la Croix-Rouge. Donc c'est plein de projets super enrichissants. Enfin, voilà, ça nourrit, on se nourrit un petit peu les uns des autres, même si c'est des projets tout à fait différents, mais c'est ça aussi qui fait cette émulation, cette ambiance. Et dans un lieu qui est vraiment magique, parce que le 21, c'est un lieu magique. Et moi, si j'y étais pas du Sud, eh ben, je serais toujours, je dormirais au 21 presque. Avec Emma, voilà. Donc voilà, tout intérêt à poser votre candidature et puis voilà, à être accompagné. Ce n'est que du bonheur et que du plus. Merci beaucoup Geneviève pour ce Avec témoignage plaisir. que je découvre en même temps que vous. Donc je suis très merci beaucoup, très reconnaissante et ça fait très plaisir d'avoir ces retours-là. Merci beaucoup à toi Geneviève. Je t'en prie, puis il y a des Euh, questions après. Plaisir d'y Exactement. répondre. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat qui s'intitule Discuter, si vous en avez pour Geneviève, bien sûr aussi. Et du coup, pour terminer un petit peu cette partie-là du webinaire, je vais vous parler. Ah, n'hésitez pas. Ah, alors, combien de projets avez-vous déjà accompagnés? Je vois Thibaut qui pose cette question. Alors, dans le cadre du programme Emploi Santé Handicap, on a déjà accompagné 23 projets sur 6 ans, sur 6 promotions différentes sur donc les thématiques du recrutement, du maintien dans l'emploi et du coup depuis plus récemment en matière de prévention. Alors, comment postuler? Je vais vous montrer finalement. Alors, attendez, on va faire les choses dans l'ordre. Comment postuler? Je vous montre un petit peu la route magique pour postuler, c'est ça. Et après, je vous montrerai bien sûr et combien de la plateforme. J'ai vu d'autres questions, excusez-moi en passage. Combien de projets sont retenus par an? Excusez-nous, on ne l'a pas dit. C'est 4 projets. Cette année, enfin, chaque année, on accompagne 4
projet, voilà, encore une fois, soit du parcours incubation, soit parcours expérimentation, tout est possible. Donc, comment vous faites pour postuler si ça vous intéresse toujours? Je souhaite, donc, il faut souhaiter, bien sûr, soit prototyper, donc soit créer un projet, soit expérimenter un projet déjà existant auprès d'établissements du secteur sanitaire, social et ou médico-social en France. Je vous invite, bien sûr, à vérifier que votre projet répond aux critères de sélection. Je vais vous remontrer où vous pouvez trouver ces critères de sélection juste après. Vous pouvez bien sûr après consulter le dossier de candidature ou envoyer un mail à moi, emma.lopez1@21-croix-rouge.fr. C'est mon adresse mail. Si vous avez des questions ou une problématique quelconque, une interrogation. Après, bien sûr, on vous invite à remplir votre dossier de candidature sur la plateforme dédiée que je vais vous montrer juste après, avant le dimanche 12 avril à 23h59 pour être précise. Donc la clôture de l'appel à projet, c'est le dimanche 12 avril. Et après, si votre projet est retenu, excusez-moi, vous pourrez assister à l'acculturation, qui est un temps de préparation au jury, en fait, en juin. Et on vous invitera du coup à participer au jury final, qui est vraiment un entretien à 21 en présentiel, en présence d'un certain nombre de membres du jury qui viennent de la Croix-Rouge française, de 21 et de l'association OETH essentiellement. Et après, si votre projet est sélectionné, eh bien, en jury, vous êtes lauréat ou lauréate, et ce sera félicitations pour les 4 heureux élus, et on débutera l'accompagnement début septembre. Voilà un petit peu pour le cheminement des étapes. Et du coup, ce que je voulais vous montrer, pardon, c'était ça. C'est la plateforme de candidature. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien ou pas, peut-être un peu zoomé. Donc voilà, je vais vous mettre le lien tout de suite dans le chat si jamais vous ne l'avez pas, parce que c'est vraiment que là que tout se passe. Hop, voilà, je l'ai mis dans le chat. Je vous invite à cliquer dessus si ça vous intéresse et vous avez vraiment toutes les informations. Pour postuler, c'est ici que ça se passe, c'est je participe, le bouton bleu ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais voilà. Et après, vous avez toutes les infos ici, finalement, la présentation du programme. Donc là, vous avez un petit topo, le contenu de l'accompagnement qu'on a évoqué ensemble, les fameux critères d'éligibilité, le processus de sélection avec toutes les dates. Donc, vous verrez, il faut postuler. Après, nous, on détermine si votre projet est éligible ou non. Différentes personnes sont mobilisées pour noter de manière écrite tous vos dossiers, tous les dossiers éligibles. Et après, on a ce qu'on appelle, nous, en interne, en mai, un comité de présélection où on sélectionne finalement nos 8 finalistes. Et après, pour les 8 finalistes, il y a le fameux temps d'acculturation pour se préparer au jury. Et les 8 finalistes viennent au jury final, qui est d'ailleurs le 3 juillet. Donc, il faut que je mette à jour cette information-là. Excusez-nous, en fait, ça a changé en cours de route. Donc, dorénavant, si vous souhaitez postuler, on vous invite à bloquer la date du 3 juillet dans vos agendas. Et bien sûr, on vous confirmera ça au fil de l'eau si jamais vous êtes sélectionné. On vous invitera à, bien sûr, donc, valider votre présence. Et si finalement vous n'êtes pas retenu, eh bien sûr, vous pourrez vous libérer ce jour-là. Le calendrier très détaillé est donc ici. Et on a une FAQ, une foire aux questions, qui répond normalement un peu à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Et on a bien sûr une mention RGPD parce que c'est incontournable. Voilà en ce qui concerne la plateforme pour postuler. Et du coup, je reviens à notre présentation qui est quasiment terminée. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, le calendrier de sélection cette année est le suivant. D'ailleurs, c'est 2026 seulement. Donc, l'appel à projet a été lancé le 19 février et clôturera donc le 12 avril. En avril-mai, nous, de votre côté, rien n'est attendu. C'est vraiment nous qui allons bûcher sur cette partie-là. On va déterminer l'éligibilité des candidatures, vérifier que ça rentre bien dans les clous. Et on va évaluer les dossiers, tous vos dossiers. Et enfin, donc fin mai, après le comité de présélection qu'on a nous en interne, on annoncera les finalistes. Et ces fameux finalistes seront bien préparés aux oraux autour de mi-juin. La date n'est pas encore fixée. Et le 3 juillet aura lieu le jury final. Voilà pour tout ça. Je vais arrêter la présentation parce qu'on en est arrivé à la partie de questions-réponses. On est un petit peu en avance. C'est très bien. Allez-y, c'est le moment de poser toutes vos questions. Il n'y a vraiment pas de questions bêtes. N'hésitez pas. L'idée, c'est qu'en sortant de ce webinaire, vous puissiez savoir quoi faire.
Et si oui ou non vous voulez postuler, si c'est pertinent pour vous. Alors, merci beaucoup Evelyne pour votre question. La bourse des 15 000 euros prend quelle forme? Ok, super. C'est une très bonne question et on ne l'a pas précisé. Alors, c'est donc 15 000 euros qui sont versés en 3 fois. En général, l'échéancier, il est déterminé bien sûr au début de l'accompagnement et en général, c'est décembre, mars, juin. Donc là, ce serait décembre 26, mars 27, juin 2027. Et voilà, et on demande à chaque lauréat de produire une facture. Euh, et bien sûr, après, le service, notre responsable administrative et financière vous envoie, bien sûr, vous verse l'argent. Je vois Geneviève qui fait oui de la tête, donc c'est bien, on a une confirmation en live que ce que je dis est vrai. Donc voilà un petit peu pour comment ça se passe. Et en termes de à quoi est-ce que peut servir cette bourse pour le parcours expérimentation, c'est vraiment 100% des fonds dédiés à l'expérimentation, c'est-à-dire à favoriser l'expérimentation. Donc, ça peut être financer souvent des déplacements, parce qu'en fait, vous pouvez être amené à vous déplacer un peu partout en France en fonction de où sont situés les établissements. Donc, des frais de train, de voiture, de repas éventuellement, de transport, de logement. Voilà, ça peut être aussi un coût qui est utilisé pour développer le projet, enfin pour voilà, faut financer du matériel. Parfois, je pense à un projet qui voulait expérimenter un outil numérique sur des tablettes et les établissements n'avaient pas de tablettes, donc la bourse a été utilisée pour acheter des tablettes. Ça peut être utilisé dans une certaine mesure aussi pour payer du temps RH à la marge, mais c'est possible aussi. Voilà, ça on en parle en fait ensemble au début de l'accompagnement et on fait un budget prévisionnel ensemble pour s'assurer effectivement que vous avez une bonne idée de comment seront utilisées dans les grandes lignes au début cette bourse et s'assurer que ça ne dépasse pas. Parce qu'on ne peut bien sûr pas faire de rallonge et c'est quand même déjà énormément de... C'est un très beau montant comparé à ce qui peut se faire ailleurs dans d'autres programmes d'accompagnement en France. Voilà. Et en ce qui concerne le parcours incubation, c'est vraiment de l'argent qui est dédié à développer le projet et à prototyper le projet. Voilà. Parce que l'idée étant qu'à la fin de l'accompagnement, il y a réellement un prototype tangible qui existe, qui soit à peu près fonctionnel. Maëlle, alors j'espère avoir répondu à votre question, Evelyne, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me répondre sur le chat. Et Maëlle, et Julie aussi, hein, n'hésite pas à rebondir, bien sûr. Euh, Ma... Ok, super, bah, c'est top, Evelyne. Maëlle nous dit, bonjour, je suis arrivée un peu en retard, pas de problème. Pouvez-vous rappeler, s'il vous plaît, qui sont les bénéficiaires de cet appel à projet? Alors, les personnes qui peuvent répondre à cet appel à projet, c'est toute structure juridique, quelle qu'elle soit, une association, une entreprise, une SAS, peu importe. Tout statut juridique est possible, qui a une idée de projet ou un projet tangible déjà existant. Donc finalement, peu importe le niveau, le stade de maturité de votre projet, vous pouvez être éligible. Qui a une solution pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap dans notre secteur et ou un projet qui a pour vocation de prévenir la dégradation de la santé des soignants dans notre secteur. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est secteur sanitaire, social et médico-social et salariés. On s'adresse vraiment aux conditions de travail, à l'amélioration des conditions de travail des salariés du secteur. On ne s'adresse pas aux personnes dites les personnes accompagnées, c'est-à-dire un papy ou une mamie en EHPAD ou un enfant dans une crèche. Voilà. Bien sûr, le fait est que quand les salariés vont bien, bah, bien sûr, du coup, par effet ricochet, les personnes accompagnées s'en portent mieux, se portent mieux, pardon. Mais voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Dites-moi aussi, du coup, Maëlle, le, le replay sera disponible et on pourra aussi vous envoyer les slides. Donc voilà, toute personne morale finalement peut répondre à cet appel à projet. Merci beaucoup pour votre réponse. Ok, super, génial. Et du coup, Thibaut a une question pour toi, Geneviève. Par curiosité, pourriez-vous nous en dire plus sur l'accompagnement? Alors, sur l'accompagnement de ce programme d'accompagnement, nous donner des exemples de questionnements qui ont été structurants, déroutants, enrichissants pour vous, et pour mieux comprendre finalement en quoi cet accompagnement vous a permis d'avancer dans votre projet. Super question. Alors,
qui a été structurant et déroutant à la fois. Alors, l'accompagnement, il a plusieurs phases. Et donc, une des premières phases, ça a été ce qu'on appelle la phase exploratoire. Donc, c'est cette phase où on va aller en fait questionner des experts métiers sur. Alors, nous, pour la peine, c'était à la fois des ergothérapeutes, du RH, des directeurs, des préventeurs. Et on doit les questionner sans forcément parler de son projet pour avoir justement ce qu'on disait en accompagnement, les chakras les plus ouverts possibles pour accueillir les surprises et après, et puis s'en inspirer. Donc en fait, il ne s'agit pas forcément de dire, alors moi, mon projet, il porte sur un outil en réalité virtuelle, hein. C'est, voilà, comment vivez-vous la prévention des risques professionnels au sein de votre établissement, comment elle est structurée, comment sensibilisez-vous les salariés, voilà, vraiment partir du plus large pour après rétrécir jusqu'à évoquer à la fin son projet. Et après, potentiellement, ça peut aussi devenir des terrains d'expérimentation. Donc c'est vraiment cette phase exploratoire qui peut être déroutante, parce qu'on dit toujours il faut être amoureux de son problème, mais pas de son projet. Et justement, ça prend tout son sens, c'est que voilà, c'est l'idée d'être le plus ouvert possible et puis voir ce qu'il en ressort de ces entretiens exploratoires qui après vont aider à prototyper, parce que nous on était en parcours incubation, donc amener à établir le cahier des charges, le prototype et puis après l'expérimenter. Mais voilà, c'est cette phase exploratoire qui peut être parfois déroutante, mais qui peut offrir aussi des vrais cadeaux. Je sais pas si j'ai bien répondu. N'hésitez pas exactement à rebondir dans le chat, Thibaut. Super. Donc voilà, Thibaut qui te remercie, Geneviève. Effectivement, donc c'est vrai que je n'ai pas passé beaucoup de temps à décrire les choses, mais dans le parcours incubation, il y a vraiment une phase dite d'exploration où voilà, j'aime bien dire qu'on ouvre nos chakras et qu'on pose un petit peu le projet de côté, bien sûr, on l'oublie pas. Mais voilà, on va aller vraiment explorer, poser des questions à des personnes expertes sur différents sujets pour et ben, finalement voilà, prendre le meilleur de ce qu'il y a à prendre et se remettre un petit peu en question sans tout reposer à plat, bien sûr. Et après, on passe du coup à la phase, enfin, moi non, j'accompagne et je motive et j'observe, mais les entrepreneurs passent dans la phase de prototypage, qui est vraiment la phase de création du projet. Et enfin, on arrive à la phase de test de ce prototype au sein de différents établissements et on termine en juin par le bilan. Et pour rebondir, et après je réponds à votre question, Evelyne, le parcours expérimentation, c'est pas à l'inverse, mais d'une autre manière, commence par une phase de cadrage où on va finalement apprendre à bien connaître le projet qui existe donc déjà et déterminer quels vont être les lieux d'expérimentation. Et après, l'expérimentation peut durer 6 à 7 mois et ça se termine par une phase de bilan. Voilà un petit peu pour les différences entre les deux types de parcours. Tout ça est écrit dans la plateforme pour postuler. Vous retrouverez toutes les informations rédigées aux endroits concernés. Evelyne nous demande pour la phase sélection, quels sont les profils des membres du jury? Alors, ok, super, merci beaucoup pour cette question. Nous sommes nombreux en jury et je vous préviens toujours en avance et nous sommes bienveillants et franchement bien intentionnés. Enfin, je trouve et en tout cas, je fais en sorte que ce soit le cas. On est en général 10 à 12 personnes. Donc, c'est pas du tout pour vous faire fuir, mais c'est juste pour vous le dire. Et les membres du jury, pour répondre à la question, sont des membres de l'association OETH, des membres de la Croix-Rouge française, des membres de 21 et parfois un ou deux, non, un expert complètement extérieur à ces trois structures-là. Et on a aussi toujours un ou une membre de Nexem. Donc, c'est aussi une super opportunité finalement de venir pitcher votre projet parce qu'il y a quand même la Croix-Rouge, l'OETH, Nexem, 21, voire un ou une experte extérieure qui entendent parler de votre projet, qu'il soit à un stade un petit peu de réflexion, qu'il soit déjà mûr, construit. Donc, c'est une super opportunité. Et l'acculturation, bien sûr, c'est aussi le moment où on vous y prépare au mieux, on vous explique exactement comment ça va se passer. Moi, je vous partage des recommandations parce que ça fait 4 ans que j'anime des jurys de ce programme. Donc,
je commence à bien connaître comment ça fonctionne. Voilà, donc l'idée étant de vous préparer au mieux, de vous donner toutes les clés, les cartes en main pour que vous puissiez vous préparer sereinement. Et les profils, du coup, plus spécifiquement des membres du jury, c'est la direction de 21, la direction de l'OETH et des personnes, notamment du service RH de la Croix-Rouge française et de la QVCT également. Et on a souvent l'expert externe qui est une personne plutôt experte en prévention jusqu'à présent. Et voilà, une collègue du service innovation de Nexem. Voilà un petit peu pour les membres du jury. Et avant le jury, il y a donc une phase de notation de tous les dossiers éligibles. Et là, c'est moi, finalement, en lien bien sûr avec la Croix-Rouge et l'OETH, qui tag, j'attribue les dossiers à toutes les personnes que ça peut intéresser et qui ont une expertise dans le sujet. Voilà. Il y avait une question tout à l'heure dans les questions. Voilà, questions-réponses. Je ne sais pas si vous y avez accès ou pas, mais en tout cas, une personne nous a demandé, avez-vous des exemples d'idées de projets acceptables ou d'autres qui ne sont pas acceptables? Ça peut aider à comprendre si mon projet est éligible ou non. Et j'ai redirigé cette personne vers le site des alumni du programme. Je vous l'envoie tout de suite ici dans le chat également. Donc, c'est tous les programmes de 21 mélangés, donc je vous invite à chercher le programme Emploi et Handicap. Et vous verrez ici finalement les 6 saisons de projets déjà accompagnés. Et je pense que ça pourra vraiment vous donner une idée un petit peu plus précise de quels sont les types de projets qu'on accompagne. Honnêtement, on est très ouvert, on est très preneur de nouveautés, de nouvelles idées, de nouveaux projets. N'hésitez pas, bien sûr, à nous décrire tout ça dans votre dossier de candidature. Et voilà, on est encore une fois très ouvert. Je l'ai dit, je le redis, et c'est promis, c'est la dernière fois, mais il faut vraiment, on est particulièrement attentif à ce que la solution soit sectorielle. Et si elle ne l'est pas déjà, ce qui est possible et c'est OK, il faut proposer une version sectorielle de votre projet, en fait. Alors, super, avec plaisir, Amélie. Est-ce que vous auriez d'autres questions? N'hésitez pas, il nous reste 5 minutes. Donc, les replays sera disponible juste après le webinaire. On pourra également vous transmettre la présentation. Vous avez mes coordonnées, du coup, mail. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez une question. Et ben voilà, écoutez, hein, n'hésitez pas à taper votre question là si elle vous vient. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence et votre participation ce matin à ce webinaire. C'est toujours une joie de l'animer. Et voilà, donc rendez-vous au plus tard le 12 avril pour postuler. C'est un dimanche, donc je ne vous le souhaite pas, mais peut-être la semaine avant le 12 avril pour postuler. Et voilà. Et hâte de découvrir vos projets, hein. Alors, Marley nous dit merci beaucoup pour la qualité de cette présentation. Ben, merci, c'est gentil. Et Amélie nous demande, est-ce que vous avez une idée d'un exemple de ce qui ne serait pas éligible? Alors là, c'est une question très vaste. Pour moi, et Julie n'hésite pas à rebondir, un projet n'est pas éligible vraiment si finalement il n'y a pas de pertinence sectorielle ou d'adaptation sectorielle. C'est vraiment ça. Parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, tout statut juridique est éligible. Peu importe finalement le stade de maturité de votre projet, il est éligible parce qu'on a le parcours Incube ou le parcours XP. Donc, ça se joue vraiment sur le côté sectoriel. En quoi est-ce que votre solution, elle aide les salariés du secteur sanitaire, social et ou médico-social? En quoi elle est importante? En quoi elle est nécessaire, voire indispensable? C'est vraiment ça qui fait la différence. Eh ben, merci à vous pour vos merci. N'hésitez pas à me recontacter si vous le souhaitez. Et vraiment, bonne journée à tout le monde et encore une fois, au plaisir de lire vos dossiers. Merci beaucoup. Bonne journée.